Eh bien, voyez-vous, ce genre de texte que nous avions à traduire quand nous avions 15 ou 16 ans, ça vous marque à vie. Ça vous marque à vie dans le sens d'une passion qui se révèle grâce au texte que nous découvrons par des yeux neufs, par des yeux avides de connaissances, de la littérature, de ce qui se passait avant nous, il y a si longtemps, dans les siècles antiques. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil à ce point de départ. Donc ce point de départ se concrétise ce soir, en quelque sorte, longtemps après, parmi vous, et je suis très honorée d'avoir évoqué le monde perse, et en toute humilité. Alors, ne soyez pas trop inquiets sur les dates précises. Je ne suis pas historienne, simplement, j'essaierai de situer les textes que je vais lire par rapport au siècle où ils s'inscrivent, car nous allons balayer en quelque sorte 25 siècles. C'est effrayant, c'est effrayant. Alors déjà, dans l'Antiquité, 500 ans, en gros, voire 600 ans. Mais l'écriture et les écrivains commencent à développer leur pensée seulement vers la fin, extrême fin du VIe siècle, et même 5e siècle. Bon, alors voilà, le problème c'est que c'est c'est une période extrêmement longue, il y a des références très précises concernant certaines batailles, ça on peut les retenir, c'est assez facile, mais enfin on ne va pas se perdre dans les dates, ce n'est pas là l'intérêt. L'intérêt de cette communication, c'est en gros une réflexion générale sur qu'est-ce qu'une cité? Qu'est-ce qu'une cité juste? Qu'est-ce qu'un bon chef? Qu'est-ce que sont les rouages d'une société impérialiste, évidemment, dans l'Antiquité, puis d'une société qui cherche à définir davantage de points précis du commandement, de la relation à autrui, de la relation à la concitoyenneté. Donc il y a une progression dans le sens moral et philosophique et social à travers ces textes de l'Antiquité. Ils sont presque tous marqués par cette réflexion sociale et politique. Il n'y a pas de secret, que ce soit Hérodote, historien grec, que ce soit Éschyle, parce que ce sont plutôt les Grecs qui sont les témoins, en quelque sorte, de cette période, justement, de l'expansion de l'Empire perse, que ce soit Éschyle, dramaturge, qui a participé à la bataille de Salamine, contre les Perses, que ce soit aussi beaucoup d'autres que nous allons évoquer tout à l'heure. Bien, alors, voilà donc, en quelque sorte, le point central de l'intérêt de ces textes et de la communication qui va en résulter. J'ai donc balayé balayé au sens abstrait, n'est-ce pas, un certain nombre de siècles, et j'ai donné beaucoup la parole aux gens de l'Antiquité qui sont nos premiers, qui donnent les témoignages de cette société perse et de cette société, disons, du monde méditerranéen gréco-perse. Bon, nous sommes en Asie mineure. Alors, juste un petit point de détail. L'Asie mineure se compose donc de cette partie de la Turquie actuelle qu'on appelait, qui était départagée en de multiples territoires. La Bithynie, la Phrygie, la Lydie, la Lycie, etc., etc. La Pamphylie, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, la partie occidentale de la Turquie actuelle s'appelle l'Asie mineure. Aussi, ce sont des termes aussi français, donc il faut que je les explique peut-être éventuellement. Et puis de l'autre côté, vous avez la Grèce, mais la Grèce n'a pas fait son unité, loin de là. C'est aussi une multiplicité de petits peuples qui se groupent en cités, dont les plus célèbres sont Athènes, Sparte, les deux concurrentes évidemment, ça va prendre un certain temps d'ailleurs, jusqu'au IVe siècle, et Sparte, Thèbes notamment aussi, et un certain nombre d'autres d'ailleurs tout autour des côtes de la Méditerranée. Alors il y a un passage aussi dont il faut parler tout de suite, c'est le passage du Bosphore, le passage de la vache, ça veut dire ça en grec. Pourquoi? Parce que Io, qui a été transformée en vache par la femme de Zeus, jalouse, parce qu'elle avait séduit Zeus,
Elle a été transformée en vache et on a donné le nom à ce passage du Bosphore. Voilà, donc comme quoi ce passage est très intéressant, très important, parce que justement l'armée des Perses va passer par un pont de bateau pour arriver jusque sur les côtes grecques, de l'autre côté, à un certain moment de cette expansion. Voilà, alors, bon, nous n'allons pas trop traîner sur cette mise un petit peu en condition. Simplement, j'aborderai tous ces textes dans un ordre particulier, en 3 parties. Bien sûr, je vais distribuer la parole, je suis l'unique, malheureusement, l'unique narratrice, l'unique porte-parole, mais je vais laisser la parole à ces personnes de l'Antiquité qui nous ont laissé des témoignages extraordinaires. Alors, il y a parmi eux un reporter, journaliste, émérite, qui s'appelle Hérodote, qui a beaucoup voyagé et qui a, au fil des années, a écrit 9 livres de ce qu'on appelle aujourd'hui histoire, mais qui ne représente pas du tout le sens grec du mot histoire. Histoire, ça veut dire l'enquête. Ça veut dire, une sorte de témoignage, plusieurs témoignages réels, in situ, en situation, lors des déplacements d'Hérodote qu'il a fait en Asie mineure. D'ailleurs, il était originaire d'Halikarnas, sur la côte ouest de l'actuelle Turquie. Et cet Hérodote s'est déplacé en Égypte, un petit peu dans le centre de la Turquie actuelle, c'est-à-dire un peu plus vers l'est, et notamment au nord également. Puis il a fini ses jours en Italie. En Italie, à l'époque, c'était des colonies grecques, c'était en somme des colonies grecques. Il faut vous dire aussi, et vous devez peut-être certainement le savoir, que ce bassin méditerranéen comportait beaucoup de comptoirs, de colonies, soit grecques, soit perses, soit d'autres provenances de gens qui avaient essayé d'aller jusque sur les côtes d'Afrique, notamment en Libye actuelle. Voilà, donc c'est une myriade de petits comptoirs, de petites colonies qui avaient des liens d'échanges commerciaux avec la patrie originaire. Car il y a eu beaucoup de mouvements de migration depuis la cité grecque d'origine, Athènes, Thèbes, Sparte, etc., sur ces côtes méditerranéennes, et ce sont ces cités qui ont fait un peu l'histoire cette histoire de l'Antiquité méso-orientale depuis le VIe siècle, à travers le Ve siècle, jusqu'au IVe siècle. Donc c'est une mosaïque de petits comptoirs et de petites cités qui vont intéresser les journalistes de l'époque, dont Hérodote, pour revenir à lui. Non seulement il y aura Hérodote, mais il y aura Xénophon. Alors Xénophon, c'est un peu plus tard qu'Hérodote, début IVe siècle, après les guerres médiques, bien après les guerres médiques. Je vous resituerai ça avant de commencer la lecture de chaque texte. Et alors, Xénophon est un écrivain, philosophe, en même temps homme d'armée, puisqu'il a été grand général, et il a été l'élève de Socrate, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. L'élève de Socrate l'a marqué dans ses réflexions, notamment à caractère moral, philosophique. On le sent dans ses commentaires. Et alors, ce Xénophon a été, pas évité, mais sommé presque par un certain Cyrus, mais ce n'est pas le premier Cyrus, c'est le deuxième, car c'est ça qui est compliqué disons, dans la nomination des chefs perses, parce qu'ils portent souvent le même nom que leur père ou leur grand-père ou leur arrière-grand-père. Alors, je vous expliquerai ça au moment aussi. Il y a Cyrus l'Ancien, le grand, qui a été extrêmement valorisé par l'histoire grecque. Et puis il y a Cyrus numéro 2, le jeune, qui demande à Xénophon de participer à une sorte d'expédition avec 10 000 hommes grecs et spartiates pour aider Cyrus numéro 2, Cyrus le jeune, à se débarrasser de son frère Artaxerxès. Voilà.
Là, nous sommes déjà bien avancés dans les temps. Hein.